Le conférencier suivant nous vient du Canada, Québec. un pays chaud, Québec. le Québec libre. Il s'appelle Marc Bonner. C'est un chirurgien dentiste qui a une pratique de la parodontologie. Je pense que tout le monde a entendu parler de lui. Il a un point de vue qui est spécifique, qui va développer aujourd'hui. Quand tout le monde marche à droite, lui marche à gauche. Donc, tous ceux qui marchent dans l'autre sens sont souvent intéressants parce qu'on veut savoir pourquoi ils vont dans l'autre sens. Marc, je suis très content que tu sois là. Merci, Eric. Bonne présentation. Merci et à beaucoup. tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à Global BD, merci à tout le monde, merci à l'organisation, merci à tous, merci à vous d'être présents pour oser venir écouter ce que je raconte un peu. Une histoire de Québécois. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu moins de lumière? Ça me gêne devant là. Qu'on voit plus l'écran? Ah, super. OK. C'est bon comme ça. Alors, comme dirait que je suis dentiste, j'ai d'une petite ville, c'est Victoriaville. C'est entre Québec et Montréal. Ça, c'est une rue de Québec. Et ce qu'il y a chez nous, c'est qu'il y a des gens, je pense, qui sont malades. Et il y a souvent beaucoup de ces gens qui sont malades, qui souffrent de parodontite. Et je pense qu'on a vu un peu d'os, un peu de gencive, un peu de tout ça. On n'a peut-être pas regardé qu'est-ce qui se passe dans ce petit sillon. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans ce sillon. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, je vais peut-être vous montrer des choses différentes auxquelles vous êtes habitués, mais je ne voudrais pas que vous soyez choqués par mon propos. Je voudrais juste que vous le voyez vraiment positif. Tout ce que vous savez, c'est bon. Tout ce que vous faites, c'est bien. Mais j'essaie d'ajouter un petit quelque chose. Le petit quelque chose que j'ai appris, vous comprenez le québécois, ça va? Oui? OK, super. À Gardinaire. La chose différente que j'ai rencontré un bonhomme qui s'appelait Trevor Lyons il y a 30 ans, ou un peu plus. Il est malheureusement décédé l'année passée. Et il m'a montré de regarder les patients au microscope. Alors, je regarde dans le sillon des patients au microscope depuis 30 ans. Alors, c'est un peu ce que je veux vous partager. Autrement, j'ai fabriqué une petite école de paro privée il y a une vingtaine d'années pour essayer de partager les connaissances que j'avais. Alors, si on revient, je vais aller assez vite pour le départ parce que le plus intéressant, c'est après. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, comme tout le monde. Alors, la paro, c'est quoi? On sait tous à quoi ce que c'est, l'alvéolyse. Mais il y a une controverse sur la prévalence, l'étiologie. Ce n'est pas évident, la physiopathologie et le traitement. On voit beaucoup de divergences, de différences. Et il y a des choses, je pense, qu'on ignore actuellement, et dans la littérature et dans la clinique des patients. Et je pense que c'est, surtout avec toutes les maladies associées aujourd'hui, c'est vraiment un problème de santé publique auquel il faut s'attacher. Prévalence, morbidité, comorbidité. Alors, ça a un impact sur la santé publique. Oui, c'est sûr qu'il y a une grande prévalence. On connaît toutes ces choses-là. Tous les continents sont affectés par la maladie parodontale. Bon, ça se ressemble un peu. L'âge a un effet important. Plus votre patient est âgé, vous avez des problèmes de paro. Et moi, j'appelle ça une maladie négligée. Je ne sais pas pour vous, mais vous savez, quand on a une maladie, on va chez le médecin, et puis tac, 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 on fait des choses et on est guéri. Et curieusement, la parodontite, on a l'impression que peut-être qu'on n'est pas guéri. Or, j'entends souvent en France et partout ailleurs le mot stabiliser. Or, stabiliser, pour moi, c'est... Je ne suis pas tout à fait content. Si j'avais une maladie parodontale et qu'on me dit c'est stabilisé, j'ai l'impression que j'ai gardé la maladie, mais que ça ne s'aggrave pas trop. Mais pour moi, je ne la voudrais pas, cette maladie. Je pense que les gens sur la rue, ils n'en veulent pas non plus. Alors, ça touche un peu partout dans le monde. Ça touche un peu notre temps de vie saine. On peut comparer la paro à l'hépatite B, à la dengue, tout ça pour le temps de vie saine perdu, à différentes maladies. Alors, il y a un impact sur la santé publique qui est, je pense, aussi négligé. Les facteurs de risque, indicateurs de risque, tous les trucs de risque, vous les appelez comme vous voulez. Je pense que ça va avec tout le monde. Le principal, c'est l'âge. Mais bon, l'âge, c'est juste une addition d'années et d'années. Ça ne nous explique pas vraiment la maladie parodontale. Le petit fumeur, le grand fumeur, le mâle, voilà, etc.
et puis la flore bactérienne. Mais la flore bactérienne, ce n'est pas très clair. Il y a un risque qui est associé, mais qui n'est pas vraiment si élevé comparativement à d'autres maladies. Alors, des bactéries sont liées à la maladie, oui, mais c'est quoi vraiment? Est-ce que c'est les bactéries? Est-ce que c'est autre chose? Alors, c'est quoi l'étiologie? Est-ce que c'est vraiment une maladie infectieuse? Nous, on apprend partout. Oui, les poches profondes sont plus fréquemment infectées par un nombre plus important de bactéries en rouge ou en orange, etc. On a tous vu ces choses-là, théorie des complexes, paradigme bactérien, et puis les mauvais microbes. Est-ce que ces espèces sont vraiment responsables de la parodontite? Est-ce que c'est vraiment ça la problématique? Là, on commence à se poser des questions parce qu'en santé et en parodontite, oui, ça peut se ressembler parfois. Il y a certains marqueurs qui sont plus importants dans le complexe rouge. Après, il y a des marqueurs qui sont corrélés négativement, parfois en fonction de l'âge, parfois indépendamment de l'âge. Ça reste relativement comme complexe. Alors, finalement, toutes ces espèces qu'on voit de bactéries sont reliées. Et parfois, elles sont présentes dans la santé. Alors, comment on fait pour savoir qui fait quoi, quand, comment, c'est quoi le nombre, c'est quoi la quantité? Et certaines espèces sont plus souvent supposées pathogènes. Alors, il en est quoi des bactéries? Ça ne donne pas vraiment toutes les réponses. Alors, on dit maintenant que la parodontite serait due à une dysbiose, un dérangement dans l'écosystème du microbiote. Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose que les bactéries? Est-ce qu'il y aurait autre chose que l'âge? Est-ce qu'il y aurait autre chose que la fumée, le stress ou la génétique? D'accord? Nous, on regarde au microscope depuis 30 ans, et ce que j'ai appris de Kais, Lyons et beaucoup d'auteurs qui travaillent avec la microscopie, et ça me fait un peu de peine de voir que la microscopie n'est pas dans les écoles, parce que je pense qu'on apprend beaucoup avec la microscopie. Alors, si je regarde chez moi, qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, chez un patient sain, c'est simplement le fond est coloré vert pour sein, jaune pour gingivite et rosâtre pour parodontite. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans une flore normale? Des cellules épithéliales, bien sûr. Alors là, on est au microscope. On est allé chercher un peu de microbes du sillon parodontal sain ou gingivite ou malade. Et puis, on va retrouver les cellules épithéliales, les petites bactéries en forme de points de traits, cocci, filaments. Peu d'activité, c'est très peu mobile. Et ça, c'est ce qu'on appelle une flore saine, une flore commensale. Après arrive la gingivite. Qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver les spirochètes après une semaine, 10 jours, etc. On va arriver les globules blancs, les neutrophiles ou les leucocytes. Des fois, il y en a un peu, des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y a des vibrions. Ça se partage souvent comme ça, ce qu'on regarde une gingivite. Maintenant, dans les parodontites, curieusement, on va retrouver aussi des leucocytes partout. Et souvent, on va retrouver ce parasite. Alors, beaucoup de gens me connaissent pour l'histoire des amibes. C'est qu'en fait, c'est une réalité. Alors, on va retrouver dans les maladies parodontales la présence de ces parasites dans la majorité ou un grand nombre de cas. Alors, c'est quoi ces parasites? Je remarque qu'on en parle un peu plus depuis 1 an ou 2 ou 3, même dans les écoles. Les professeurs ont toujours des questions. Oui, mais les parasites, on ne sait pas. Voilà, ça commence bien. Je n'ai pas mes lunettes, le technicien est là, mais si je fais un nom, c'est bon. Alors, on va retrouver ce parasite. Alors, ce parasite s'appelle Entamoeba gingivalis. C'est vraiment la première amibe qu'on a découvert chez l'être humain en 1849. Et c'est un peu curieux, le premier parasite qu'on trouve il y a 1 siècle et demi, c'est le parasite qu'on a oublié qui est présent dans à peu près toutes les parodontites. Pour moi, ça fait un peu curieux. On le retrouve dans les poches parodontales, souvent, très souvent, Rousset, Kais, Bonner, Lyons, Scofrid, 1929. En 1929, c'était présent dans à peu près 100% des piorés. Déjà, 100% de parasites dans les piorés, c'est un bon indicateur, et absence dans la maladie, c'est quand même pas mal. Alors, je pense qu'il y a un truc qu'on a un peu oublié. Ça ne peut pas faire de kyste, cette petite bestiole-là, et puis il y a un seul gène qui est séquencé, et c'est très difficile à cultiver. Alors, on regarde au microscope, on continue comme on fait. Et puis, il y a des gens qui en trouvent moins. Par exemple, il y a des Canadiens ici qui trouvent seulement 6% de parasites dans les poches. Mais si on remarque cette étude, ils ont pris la plaque supragingivale au collet des dents.
Et les parasites, bien, ça vit en anaérobiose, ça vit au fond des poches, là où on perd l'os. Alors, il faut toujours faire attention qu'est-ce qu'on trouve dans les études. Chez Trim, bien déjà, en 2011, avec les PCR, on est à 69 %. Alors, pourquoi une telle différence? Alors, on a repris les choses. On a fait une étude 2014 pour essayer de voir si on pouvait détecter l'amibe dans les poches parodontales. Et puis, on a pris 139 patients, 8 cabinets en France. Magnifique, bravo. On a procédé à la purification de l'ADN de ce parasite. On a pris ce choix-là pour essayer de les retrouver. Et puis, on s'assure que la méthode est spécifique à cette amibe, Entamoeba gingivalis, et non pas un autre parasite. Et puis, on s'assure que c'est sensible et qu'on a une bonne réponse d'amplification. Alors, si on analyse les résultats, à la microscopie, au niveau de la sensibilité, bien, on est à 86 % à la microscopie, on est à 80 % au PCR. Alors, on est un peu plus haut que Trim, 69 %, on arrive dans les 80 %. Alors, au début, on est à 9, après on est à 29, après on est à 69, après on est à 80. Et je pense que si on continue avec ces PCR, on va simplement augmenter jusqu'à retrouver ce qu'on retrouve avec la microscopie. Alors, on peut dire qu'à partir de ces observations-là, un gingivalis ferait quand même partie de la pathogenèse des parodontites et des périimplantites. On regardera les cas. Et je pense qu'on peut proposer que cette espèce d'animal ou d'animalcule puisse être quelque chose qui nous permette de passer d'une pathologie mineure, la gingivite, à une maladie parodontale telle qu'elle, et à une périimplantite dans bien des occasions. Alors, c'est quoi la physiopathologie de l'amibe? Alors, déjà, on reprend. Ça, c'est une flore de santé, cellule épithéliale, bactéries normales. Alors, en règle générale, on partage toujours avec le patient ce qu'on retrouve parce que le patient est très intéressé. En général, les patients qui viennent nous voir pour problème parodontal, ils sont très compliants, si vous voulez, au contraire de ce qu'on pense souvent. Alors, ça, c'est une flore normale. C'est votre flore à vous, c'est ma flore à moi. Et habituellement, on peut parler de flore commensale. Alors, ici, vous avez cellules épithéliales, cocci, filament, petit cocci. Alors, ça, c'est une flore normale. Vous faites ça chez un enfant, chez un ado, chez un adulte en santé, quelqu'un qui n'a pas de problème paro, c'est toujours pareil. Maintenant, si j'ai une gingivite, bon, celle-là est un peu bien développée, ça s'enguignole bien. Ça fait 8 ans que la patiente est allée chez le dentiste. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, si vous vous rappelez un peu votre histologie, bien, on retrouve des globules blancs partout, des leucocytes, probablement des neutrophiles, une cellule épithéliale de temps en temps. Alors, neutrophile, 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 neutrophile partout, et quantité de spirochètes, quelques bacilles. Et là, on retrouve des bactéries. Et là, on est en gingivite, on n'a pas de perte osseuse. Et en général, c'est toujours ce qu'on va retrouver. Ça va, vous me suivez? OK. Maintenant, si je regarde une parodontite, alors je vais dans les poches, 5, 6, 7, 8 mm, je vais chercher un peu du biofilm que j'étale sur de la salive, parce que beaucoup de gens ont tendance à étaler sur de l'eau, une solution Ringer ou ce genre de choses, et ça brise les parasites. Alors, il faut toujours prendre la salive du patient comme médium de montage, et là, on est à 1000 fois. Et là, on a typiquement une flore de paro. Qu'est-ce qu'on voit dans une flore de parodontite? Toujours les globules blancs. On va avoir des bactéries aussi un peu, plus ou moins, dépendamment des endroits où on se retrouve. Mais voyez la fréquence de ce parasite. Alors, c'est un animalcule qui fait 3-4 fois la grosseur du neutrophile. Il est relativement gros, on le reconnaît avec son noyau, et il a tendance à se balader un tout petit peu, là, tout doucement, comme ça, dans le fond du biofilm. Alors, en général, quand je montre ça aux patients qui viennent me voir, qui ont souvent des problèmes paro depuis des années, ils se trouvent un peu confrontés à qu'est-ce que c'est que cette bête. Ben, c'est un gros animalcule qui se promène dans le fond de la gencive et qui est là depuis X années. Et en général, les gens ne sont pas au courant. Et souvent, les dentistes non plus. Vous n'avez pas regardé ça, vous n'avez pas vu ça à l'école. Mais bon, si vous faites cliniquement avec le patient, vous voyez ces bêtes qui se promènent avec le pseudopode. Bien sûr, je regarde toujours les bactéries mobiles. En général, je fais toujours un test, une analyse, voir mes complexes. Alors, il y a le côté des complexes bactériens, complexe rouge, complexe orange, plus ces parasites qui se promènent. Vous en voyez 3 ici qui se baladent, avec le complexe qui est autour, complexe rouge de bactéries. Alors, c'est quand même un peu inusité, et je pense que ça fait peur un peu. En fait, si c'était ma bouche, ça me ferait peur un peu.
Bref, je ne sais pas pour vous. Alors, santé, coccyfilament, cellule épithéliale relativement immobile, poche parodontale, en général, on va retrouver cet amibes et les globules blancs. Alors, est-ce que c'est vraiment des amibes? Oui, c'est des amibes. Est-ce qu'il y a une présence forte? Il y a une dernière étude dans Nature 2017 qui nous dit, finalement, il y a des êtres microbiens, il y a des clés microbiennes qui sont dans les maladies parodontales qui ne sont pas dans la santé, avec les PCR d'ARN. Et on voit qu'en amoeba gingivalis, c'est relativement très présent comparativement à la santé. Alors, on a toujours à peu près, que ce soit la microscopie, que ce soit l'ADN, que ce soit l'ARN, on a toujours une espèce de consensus sur la présence de ces parasites. Alors, si on essaie de faire un modèle, qu'est-ce qui se passe d'un patient à partir de zéro? Ben voilà, il est en santé, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La plaque s'accumule, ou ce n'est pas nécessairement la plaque, ça peut être une gingivite qui n'est pas plaque, qui peut être un traumatisme, une obturation qui déborde, quoi que ce soit, on se retrouve en gingivite. Déjà, on va voir arriver les globules blancs. Alors, les globules blancs, c'est un grand indicateur parce que ça me dit qu'il y a quelque chose qui se passe et je dois le gérer. Si je veux revenir à la santé, déjà, il faut que je rebrousse chemin. Et ces globules blancs-là me permettent de prendre une décision. Si je laisse aller ce temps-là, qu'est-ce qui va se produire? Bien, après X moments, on va se retrouver avec l'amibe, entamoeba gingivalis, et en général, on va se retrouver avec une perte osseuse dans les sillons profonds avec des leucocytes qui sont très présents. Alors, pourquoi l'amibe pourrait contribuer à cette pathologie-là? Bien, déjà, une amibe, c'est une espèce de grosse bête. Alors, c'est un éléphant. Souvent, quand on regarde les bactéries, c'est la petite fourmi. Alors, on cherche la fourmi. Et pendant qu'on cherche la fourmi dans la cuisine, bien, il y a un éléphant qui se promène dans le salon. Alors, ça, c'est énorme. C'est 100 microns, des fois 150 microns. Alors, c'est une grosse bestiole. Ça, c'est son noyau qui est caractéristique. Ça nous permet de nous assurer que c'est vraiment un parasite. C'est vraiment une amibe. C'est vraiment entamoeba, surtout dû à la forme du noyau. Après, il y a des pseudopodes, parce que la bête, elle se promène, et elle vit, elle mange, elle se balade, elle fait des bébés, et puis elle fait plein de choses. Et on va regarder ce qu'elle fait. Alors, il y a des vésicules dans le cytoplasme. Le cytoplasme ici, les pseudopodes, c'est plutôt grisâtre, hyalin. Ça me permet de différencier des leucocytes qui sont très granuleux, ici. Hein? Alors, c'est une espèce qui, on peut dire que c'est proche du pathogène Entamoeba histolytica. Alors, je ne sais pas si vous connaissez histolytica. C'est le même parasite de la même famille qui fait les abcès du foie, les abcès intestinaux qu'on traite en général pour éviter que le patient meure d'une infection intestinale ou du foie, etc. Alors, c'est de la même famille, sauf que celui-là, bien, il vit dans la bouche. Mais c'est relativement du même groupe. Alors, est-ce que c'est pathogène comme histolytica? Alors, on va essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Souvent, on me dit, bien Marc, il n'y en a pas beaucoup. Alors là, je suis à faible grossissement, j'ai peut-être 1 mm ici, mais si j'ai 1 mm ici, bien, j'en ai peut-être, vous voyez, j'en ai pas mal. Okay, dans le biofilm. On ne peut pas dire que c'est rien. Chaque petit cercle ici, c'est l'amibe à faible grossissement. Alors, vous voyez ici, je suis dans un nid. Or, le nid, si je regarde plus gros, ça se présente comme ceci. Alors, des fois, vous utilisez notre cœur avec les patients parce que les patients disent, mais attendez, docteur, c'est quoi? J'ai un nid de parasites dans le fond de ma crevasse parodontale. Effectivement, vous avez bien compris. C'est ce qui se passe dans votre maladie parodontale. OK. Ah bon? Voilà. Et ça fait quoi? Ben, ça se balade. Alors, ça se balade comme ça. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Des bubbles, je ne sais pas comment vous voulez vous appeler à la télé. Et ils ont des uropodes. Ils ont une petite queue. Et puis, la petite queue, ben, elle traîne des trucs, sa nourriture ou ce genre de choses. Et c'est un trait de caractère, cet uropode qui est là, chez l'amibe Entamoeba histolytica. Alors, si vous avez des amibes dans l'intestin, on dit qu'ils sont pathogènes, souvent, parce qu'il y a une petite queue comme ça. Parce qu'elle fait plein de choses avec ça. Elle traîne ces choses. Elle traîne ses nourritures. Alors, c'est déjà un caractère un peu pathogène. Après, mais ça se balade. Si on laisse le biofilm 5 ou 10 minutes sur la plaque, sur le microscope, bien on voit, ça fait comme des chemins. Alors, ça se balade. Et quand ça se balade une bestiole, bien, surtout dans le fond de nos gencives, c'est peut-être pas très bon. Plus on se balade, plus on peut aller faire des choses.
Alors, vous voyez ici le petit chemin. Après 5 minutes, l'amibe se déplace comme ça, elle va se rendre ici, et au bout, on a l'amibe. Alors, je vais à 1000 fois, fort grossissement, et je vois l'amibe qui se déplace, avec le globule blanc ici. Alors, le fait de se déplacer, déjà, ça fabrique une espèce de channels dans les biofilms. Est-ce que c'est le channel qu'on cherche depuis longtemps ou pas? Je ne sais pas, mais vraiment, ça forme des chemins. Et que ça se balade comme ça, il y a des gens souvent qui me disent « Mais c'est drôle, moi, ça me pique ma gencive. » Peut-être c'est normal que ça vous pique parce qu'il y a des petites bestioles qui se promènent dans le fond, qui vous gratouillent un peu. Après, ça fait quoi? Bien, l'amibe phagocyte le noyau du globule blanc. Alors déjà, pour moi, c'est un gros truc. C'est pour ça que j'ai appelé mon petit bouquin c'est un vampire. Alors, sa nourriture principale, ça c'est une amibe ici. Et là, elle a un pseudopode. Et là, elle vient de se darder sur un globule blanc. Vous voyez celui-là? Il n'y a plus de granules dedans. Vous voyez? Et puis, il y a la trace du noyau trilobé. Ça, c'est un noyau trilobé. Et là, le noyau trilobé, il est parti. Il s'est sauvé. Il est où? C'est sûr qu'il faut des grandes recherches et on est là-dessus à plein pour prouver tout ça. Mais moi, je sais bien où il est. Il est en train d'être mangé par l'amibe. Parce que l'amibe, sa nourriture principale, c'est le noyau des globules blancs. Maintenant, s'il y en a qui sont à la recherche d'une dysbiose ou d'un problème au niveau de l'immunité, je pense qu'on a là une grande réponse. Alors, imaginez dans les maladies parodontales, on se retrouve avec un parasite qui se balade et puis qui va manger les noyaux des globules blancs. Qu'est-ce qu'on craint si le globule blanc n'a plus son noyau? Vous connaissez l'activité nette ou l'apoptose. On sait que c'est important que le globule blanc fasse son apoptose. C'est un peu comme si la poule, on lui avait coupé le cou. Là, le globule blanc, on lui a arraché le cœur. Est-ce qu'il peut faire encore ces choses? À mon avis, non. Il ne peut plus accomplir ses activités. Et les granules qui sont aussi à l'intérieur, c'est quoi? Tout ce qu'on apprend à l'école, hein? Élastase, enzymes, partout. Qui vont faire quoi? Bien, ils vont simplement être délestés sur le fond de la poche parodontale. Est-ce que c'est dommageable ou pas? Je ne sais pas. À mon avis, ce n'est peut-être pas la meilleure idée qu'on a pour avoir une parodontite. Après, bien, ces parasites-là, ils vivent dans les grands filaments d'actinomycètes. Je me rappelle juste un cas comme ça. Oh là là, ça va vite le temps, hein? Alors, c'est une patiente qui vient me voir avec des déchaussements. À l'école, j'apprenais que c'est une maladie de la civilisation. Et puis tout d'un coup, je regarde dans les creux là, des dents déchaussées, et puis je retrouve ça. Alors, ça vit comme ça au microscope, et je montre ça aux patients. Les patients me disent « Mais pardon, docteur, qu'est-ce que c'est? » Bien, vous avez des amibes parasites qui vivent sur des grands filaments d'actinomycètes, des grands filaments, et ces grands fils-là vont finir par faire du tartre. Et ça va se coller sous votre racine, sous votre gencive. Et docteur, est-ce que c'est bon, ça? Bien, écoutez, je pense que non. Je ne peux pas vous affirmer, mais... Et la deuxième question, c'est souvent, vous, docteur, est-ce que vous en avez? Ah non, moi, j'en ai pas. J'ai des petits points, des petits traits sans globule blanc. Alors, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Moi, je propose de les soigner et d'enlever ça. D'accord? Alors, c'est quoi l'interaction avec les leucocytes? Alors, vous voyez l'amibe ici, qui est en train de se nourrir du noyau du globule blanc. Alors, c'est un leucocyte ici. Vous voyez l'effet de l'amibe, qui va littéralement suctionner l'intérieur du globule blanc. On va se retrouver avec un globule blanc dénucléé. Et là, les amibes, elles ne mangent jamais des vieilles choses mortes, quoi. Elles mangent le vivant. Elles aiment bien les bonnes protéines du noyau. Alors là, elle a mangé la moitié, vous voyez. Ça va s'enrouler à l'intérieur du parasite. Ça va se terminer et on aura un troisième noyau de manger aujourd'hui. Elles vont faire ça pendant tout le mois. 3, 4, 10, tu vois. Et là, le globule blanc, à mon avis, il ne peut plus fonctionner. Et l'amibe continue, elle va s'en chercher un quatrième. Il y a beaucoup de choses à raconter avec le patient. Alors, la phagocytose du matériel nucléaire d'une cellule laisse un corps cellulaire anucléé du globule blanc avec respect de la continuité de la membrane nucléaire. C'est quelque chose qui n'est jamais décrit. Et on peut vraiment se poser des questions sur l'activité nette et l'apoptose qui, je pense, devient impossible. L'apoptose, ça serait la guérison normale des tissus. Mais en présence de ce parasite, les globules blancs ne peuvent plus accomplir ni leur nette ni leur apoptose normale, je pense. Or, pour moi, c'est encore un caractère pathogène. Il faut se méfier. Je vous le refais en image, si le film ne marche pas, c'est pareil.
Une fois que l'amibe est passée partout, elle a mangé ses noyaux de globules blancs, ben, il reste des globules blancs fantômes qui contiennent tous les enzymes protéolytiques qui vont être déversés sur les tissus. C'est une théorie de la maladie parodontale qui a été développée déjà dans les années 80. Et je pense que c'est un peu curieux qu'on oublie ces choses-là, parce que je pense que c'est très important. L'amibe peut se coller sur les globules rouges. Alors, on a des érythrocytes ici. Ici, elle descend vers le bas, elle va traîner et elle va probablement les manger un peu plus tard. Elle garde pour la collation. Alors, quand la collation arrive, ben, l'amibe va suctionner l'intérieur du globule rouge, se nourrir de l'hémoglobine, du fer et tout. Alors, pour moi, c'est encore un caractère de pathogénicité. Un parasite dans les maladies parodontales très fréquent qui se nourrit des noyaux des globules blancs et se nourrit des globules rouges. Est-ce que ça vous apparaît très bon? C'est sûr qu'on a besoin d'études, mais à première vue, c'est comme « Ah, mais c'est incroyable et c'est impossible. » D'accord? Celle-ci, elle en a mangé une vingtaine. Vous voyez? C'est comme moi, là, bien rempli. OK? Alors, c'est quand même effarant. Certains de ces parasites peuvent manger 4 globules blancs en même temps. Alors, 4 noyaux à la fois. Tu vois, c'est vraiment... Moi, j'appellerais ça un prédateur agressif. Tu vois, c'est un tank qui vient se bouffer 4 globules blancs du coup. Et l'autre, il en avait déjà mangé 20 hier. Wow! Vive la parodontie. Après, ben, comme je vous ai dit, tous les êtres vivants en général, ça se promène, ça se balade, ça mange et tu vois, ça fait plein de choses. Et ça fait des bébés aussi. Alors, par scission ici, l'amibe maman, avec son petit noyau, elle va céder une petite portion, puis là, on retrouve une amibe bébé qui va se développer. D'une amibe bébé, le noyau va se reformer, cariosome et chromatine. On va se retrouver avec une amibe relativement junior et une nouvelle amibe active. Alors, sa vie, ça fait des bébés, ça mange, ça crache des produits, parce que tous ces trucs-là, ils sont déversés, hein? On ne peut pas l'oublier. Alors, c'est quoi le traitement si on voit la maladie parodontale comme ça? Ben, du palliatif au curatif, je pense, du symptomatique à l'étiologique, du chirurgical au médical. Alors, c'est peut-être là que je vais vous choquer un peu, mais pour moi, cette entité parasitaire de la maladie parodontale est aussi importante que l'entité bactérienne ou quelle qu'elle soit. Ça fait partie des maladies parodontales. On a fait une étude et puis on a traité antiparasitaire. Et je regarde un peu les études classiques, vous voyez, surfaçage, laser, photothérapie. Je vois ce que j'appelle, moi, la fermeture des poches. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y ait plus de poches. Au sondage, j'aime bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce qui n'est pas 1, 2, 3, je l'additionne et je voudrais l'éliminer. J'explique comme ça aux patients. Ça permet d'être assez facile. Alors, je vois les traitements réguliers de surfaçage et puis dans les bonnes situations, on a souvent 50 de fermeture des poches, ce que j'appellerais stabiliser. Mais pour moi, stabiliser avec 50 des poches de fermées et 50 de saignement, c'est la maladie est encore là, est encore présente. Elle est réduite de moitié, mais on n'est pas guéri. Mais ce que j'aimerais, si c'était moi, c'est être guéri, mais complètement. Or, guéri complètement, je pense qu'on a développé une méthode qu'on appelle antiparasitaire, okay, qui permet d'obtenir des résultats beaucoup plus élevés. Si je regarde les surfaçages habituels, si je vais dans plein de bouquins, ben, les surfaçages, c'est une bonne idée peut-être, mais si je regarde les bactéries pathogènes avant, j'ai 27 et après le surfaçage, ben, j'ai 24 Ça me dit que je ne suis pas trop gagnant au niveau des bactéries. Alors, il y a peut-être autre chose à faire. Pour l'instant, je pense que c'est relativement inefficace. Alors, la cible qu'on va avoir à trouver, c'est santé, plaque, gingivite, ici parodontite. On va travailler pour éliminer la plaque, on va travailler pour éliminer l'amibe. Alors, ce n'est pas vraiment complexe. On va court-circuiter ce processus qui nous amène inexorablement, en bon québécois, à la parodontite. Maintenant, si je fais rapidement, le stress, la fumée, les gènes, les bactéries, c'est certain que ça a un impact. Mais travailler sur la fumée, on sait que c'est quand même difficile parce que ce n'est pas tous les patients qui arrêtent de fumer. Et puis, changer les gènes, ben, ce n'est pas trop fort non plus. Et puis, enlever le stress. Combien de fois vous avez envoyé les patients chez le psychologue cette année pour leur stress parodontal? Tu vois, il n'y a pas trop de puissance. Maintenant, si je travaille de l'autre côté, jouer sur le biofilm, jouer sur le microbiote, ben, l'hygiène, je peux réduire et le facteur de risque d'une mauvaise hygiène
va aller jusqu'à 150 fois comparativement au jeune qui fait 2 fois, ou le fumeur 4 à 6 fois. Maintenant, d'enlever l'amibe, parce que l'amibe, si j'ai des amibes, j'ai un risque qui est à peu près de 600 fois d'avoir une maladie parodontale plus élevée comparativement à autre chose. Alors, travailler ici, moi, je pense que ce n'est pas raisonnable parce qu'on a peu de succès. Travailler sur l'hygiène, une hygiène parfaite, et enlever le biofilm pathogène, incluant les parasites, on a une forte puissance curative. Et là, on peut obtenir la guérison. Alors, on l'appelle la méthode bonheur. Désolé, mais bon, à force, depuis 20 ans que j'en parle. Alors, la méthode, c'est quoi? Les amibes, fleurs anaérobies, on les enlève. On aime bien travailler avec l'eau oxygénée, 1%, ça les fait éclater, des dessicants et des imidazolés. Bicarbonate de soude salé, ça les fait éclater. Je pourrais vous montrer ça sur le microscope, mais on n'a pas le temps de tout regarder. Et puis, des produits à base de métronidazole. Une fois qu'on a enlevé l'infection, qu'on a enlevé tous ces microbes, qu'on a enlevé l'inflammation, bien là, on va enlever le tartre. Okay? Dans un milieu désinfecté. Or, chez moi, on n'enlève jamais le tartre sous-gingival tant que l'infection elle est présente. Je pense que c'est simplement de la bonne médecine. On enlève l'infection, on enlève l'inflammation. Après, on enlève le tartre, ça rend les choses plus faciles. Après, on s'assure que l'hygiène du patient est parfaite. Ce n'est pas très compliqué. 20 minutes au lavabo, à tous les rendez-vous, à chaque mois, pendant 1 an. Ça marche tout le temps. Ils sont comme les hygiénistes, les patients. 20 minutes au lavabo, fil de soie dentaire, brossage basse modifié avec les produits qu'on a là. Je vous jure, tous les patients, ils sont capables de faire. D'autant, vous regarderez, vous n'êtes pas avec les hygiénistes beaucoup, mais moi, j'ai vu beaucoup d'hygiénistes. Curieux, il n'y a pas de maladie parodontale presque chez les hygiénistes. C'est relativement rare. Wow. On rend les patients comme des hygiénistes. Après, éviter la contamination. Ces parasites-là, on les attrape où? Ah! C'est qui les premiers chez qui on va attraper ces parasites? Le copain? Non, le copain, la copine qui a déjà la maladie parodontale. Alors, l'autre 50% qui, lui, là, bisous, bisous, béco, béco, ben voilà, ça y est, c'est fait. L'eau des Caraïbes, République dominicaine, Cancun, Mexico, wow! Le chien-chien, alors le chien-chien, il a une bonne maladie parodontale. Bisous, 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 mon petit chien-chien, il est trop gentil. Eh bien voilà, on a attrapé d'autres parasites parce que le chien, il a la même chose que nous. Parfait, wow! Changer ses habitudes. Quand est-ce qu'on parle de ça aux patients, changer ses habitudes? Alors, une méthode non invasive, sans chirurgie, qui mène à l'autonomie du patient. Quand le patient comprend qu'il s'infecte quelque part, qu'il s'infecte parce qu'il y a une gingivite qui déborde en parodontite, bien là, au moins, il y a quelque chose à se mettre sous la dent pour travailler. D'accord? Alors, le but visé, c'est quoi? Aucune poche au-delà de 3 mm, absence de saignement, microbes de santé. Le microscope me le dit. Des petits points, des traits, pas d'inflammation. Je le sais avec le patient, lui aussi. Une reconstruction osseuse, toute naturelle. À la radio, autonomie sur l'hygiène, et ça marche. Une fois que le patient a obtenu tout ça, ben, moi je dis au patient, ben, écoutez, vous êtes guéri, il n'y a plus de poche, plus de saignement, plus de mauvais microbes, que des bons petits microbes, plus d'inflammation, on voit tout ça au microscope, et souvent, on a soigné le conjoint. Et le petit chien, il allait chez le vétérinaire, et puis il a sa niche, tu vois, il arrête de dormir dans le lit. Alors moi, je vous dis, je regarde un peu, je vous dis, peut-être que si vous voulez faire des implants, ça serait une bonne idée déjà de guérir les patients de leur parodontite, qui ont une bouche saine, comme vous et moi et les hygiénistes, et après, on fait les implants. Ça sert à quoi de mettre un implant dans une alvéole alors que la dent voisine est en infection parodontale? Ça fait aucun sens médical, quoi. Alors, patient guéri, c'est le bon moment pour la pose des implants. Peut-être ça va vous demander 1 an à soigner le patient, mais si c'était vous, hein, je pense que les meilleurs risques sont là si on n'a pas de maladie parodontale. Maintenant, pour les périimplantites, disons que les dents, c'est relativement facile à guérir. Périimplantite, c'est plus difficile, je pense, parce qu'on a une perte osseuse en soucoupe très large et qu'on retourne à une mucosite de façon très fréquente, ce qui fait que les globules blancs reviennent et là, ça redémarre. Au niveau des dents, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut éliminer la parodontite, reconstruire l'os
et se retrouver sans gingivite. À partir de là, pas de gingivite, j'explique aux patients, la porte est fermée. Même si vous rencontrez des parasites, si vous n'avez pas de gingivite, la porte est fermée. Si vous êtes en gingivite, tout s'en trouve, globules blancs et tout le reste. Alors, c'est quoi la technique de guérison qu'on propose? C'est un gros tableau. J'ai une bonne minute pour vous l'expliquer. Ça vous va? Alors, grosso modo, à peu près 12 mois de traitement. Parce que soigner une parodontite en 6 semaines, ça ne fait pas de sens. C'est impossible. Et je ne sais pas, là, des cas très occasionnels, aigus, vous avez un gros truc de médicaments, mais pour la majorité des cas, 12 mois. C'est une trilogie. On aime les trilogies. Alors, la première chose, c'est quoi? Passer d'un microbe... À chaque mois, on va améliorer le biofilm au microscope pour se retrouver au 5e mois avec un biofilm commensal. Alors ça, c'est facile à atteindre pour tous les patients. Il s'agit juste de gérer son hygiène, 20 minutes dans le miroir à chaque mois. Vous voyez, il fait parfait. Ça, c'est très important. Ensuite, on utilise nos produits, désinfection, dessicants, crème, etc., désinfectants. Et au pire, métronidazole systémique au 4e mois si ce n'est pas fini de gérer parce qu'il en reste un peu dans le fond des poches. Ce qui fait qu'au 5e mois de la thérapie, mon biofilm est toujours parfait. La poche de 9 est souvent passée à 6. Alors là, ça va être plus facile à les détartrer ici, au mois 5, 6, 7, 8. D'autant plus que ça ne saigne plus, il n'y a plus d'inflammation, la poche est 3 fois moins profonde, ça rend les choses très faciles. Et pendant qu'on fabrique tout ça, biofilm, enlever le tartre, avoir un patient qui a une hygiène parfaite, on arrête la contamination. Et arrêter la contamination, ça demande de la discussion, ça demande de la contamination. Parce que les patients, quand ils voient ces parasites, mais où j'ai pu attraper? Et des fois, les patients se disent « Ah, ouais, je me rappelle, quand je suis allé telle place, l'eau, machin, ou la nouvelle conjointe, le nouveau conjoint. Ah, ouais, peut-être, oui, je me rappelle, lui, il avait les gencives qui saignaient, tu vois. » Les gens se rappellent plein de choses. Alors, c'est important d'arrêter la contamination. Cette contamination-là, elle est bien connue au niveau de la parasitologie. En bactériaux, c'est plus difficile. Mais la parasito, on sait comment ça s'attrape. Contact direct, de muqueuse à muqueuse, de personne à personne, ou contact indirect. On se prête la cigarette, c'est un bon moyen d'attraper la paro. On se prête la cuillère, on boit dans le même truc, la brosse à dents communautaire pour la famille, tout ce genre de choses. Et tout ça, ça a été démontré par l'Institut Pasteur dans les années 1970, d'accord? Sur la parasitologie en maladie parodontale. Alors, on part de là, ça c'est le biofilm avec les parasites. On commence à soigner et quand on arrive au 3e mois, 4e mois, déjà ça va un peu mieux. Au lieu d'avoir des neutrophiles, on commence à retrouver des macrophages avec des vésicules de croissance. Tu vois? Déjà, j'avertis le patient, là on vient de passer de plus infection et parasites à moins de parasites et des macrophages qui commencent à reconstruire l'os. Bonne nouvelle. Après, on se rend au bout du chemin. Tu reviens à une flore normale. Et tous les patients que j'ai croisés, que j'ai soignés depuis 30 ans, qui sont partis de cette flore-là à cette flore-là, ils ont tous guéri. Parce que c'est une tautologie, ça va avec. On a attrapé une maladie de l'état sain à la gingivite, à la parodontite. Là, on fait juste reverse. Retour, comment vous direz en français? Marche arrière. Merci beaucoup. Wow. Alors, on fait marche arrière. Qu'est-ce qui se passe quand on fait marche arrière? La destruction osseuse, surtout là, dans les défauts verticaux, qu'est-ce qui se passe? Ça disparaît. Là, s'il se reconstruit tout seul, ou à peu près, avec peu de séquelles, surtout dans les défauts verticaux. Alors, normalement, tous les défauts verticaux vont relativement se combler. Pas de poudre de perlimpinpin, je suis désolé pour... mais bon... Juste revenir à une flore normale. Le corps humain, la bouche, l'os de la bouche est capable de se régénérer un peu comme n'importe quel os du reste du corps humain. La bouche, c'est pareil. C'est faux de penser que la bouche est différente. Ici, une patiente qui normalement venait parce qu'on lui a recommandé d'extraire sa dent mobile, de faire une greffe d'os, de mettre un implant. Je suis bien d'accord, mais
de temps en temps, on peut essayer de garder les dents. Alors, effectivement, c'est ce qu'on a fait. Alors, j'ai écouté, il y a plein de parasites, on enlève ça, on vient de flore normale, la patiente garde sa dent. L'os, il se rebâtit ici. D'accord? Après, elle fait des facettes ou des choses comme ça. Mais la patiente est contente de garder sa dent. C'est juste une question de biofilm. J'ai des jeunes étudiants qui disent « Oh, Marc, je commence, des poches de 10 mm. Est-ce qu'on peut fermer des poches de 10 mm? » Bien sûr. 9 mois de traitement, on est à 3,5. L'année d'après, on est à 3 mm. L'os, il se reforme, il se remet là-dedans parce qu'on a un biofilm exempt de parasites, exempt de mauvaises bactéries et exempt de leucocytes. Et qu'est-ce qui me dit tout ça? Le microscope. Parce que le microscope, c'est magnifique si on sait l'utiliser. On a fait une étude, le but est de confirmer les résultats dans 5 cabinets dentaires français. Alors, je fais en France parce que j'ai peut-être 800 000 étudiants qui font ici. Alors, on a pris 600 patients affectés de paro et 32 patients de périimplantite. On a trouvé 86 % pour la moyenne des dentistes de parasites, entamoeba gingivalis. Et on a trouvé 95 % de cas positifs à la microscopie pour les périimplantites. Alors, c'est quand même pas rien. Alors, si je soigne avec cette méthode, les patients, 632 patients, bon, ça c'est publié dans AOS en 2013. Alors, on a une cicatrisation moyenne pour le groupe de 630 patients de 95,7. Ça veut dire qu'il y a à peu près plus de poches parodontales. 600 de ces patients-là sont bien heureux. 100 % de fermeture des poches. Bien sûr, il y a une récession, 1 mm, 2 mm, parfois pas. Il y a une reconstruction osseuse dessous et on se retrouve à 1, 2, 3, qui pour moi me dit c'est bien. Alors, un petit cabinet, 9 patients dans l'année, un plus gros cabinet, un gros cabinet paro, le taux de succès est relativement bien. On tourne autour de 96 %. J'avais publié en 2003 dans ID, l'information dentaire, j'étais à 94 % de fermeture des poches. Là, je me propose cette année un nouveau 10 patients, on est à 97. Bien, 97 plutôt que 50, je pense que ça va. On peut parler de guérison. Alors, quand je suis ici, moi, je pense que le patient, on peut le considérer guéri. Aucune poche, aucun saignement, flore normale et autonomie sur son hygiène. Alors, si je confronte un peu en 8 minutes ce qui arrive avec le consensus traditionnel, je vous le fais vite un peu, mais vous savez, vous avez des poches de 9, on se dit on va faire un surfaçage. Bien, un surfaçage, après 6 semaines, on se retrouve avec des poches de 7 peut-être. Et là, on regarde, ça saigne, il y a encore des problèmes. On va faire une chirurgie. On fait une chirurgie, on redescend un peu, on gagne 30 %, 20 %, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça augmente. Naviguer de 6 semaines en 6 semaines, c'est impossible. Moi, je garde le patient une année et je l'amène ici. Plus de poche, plus de saignement, en changeant son biofilm, en ramenant un biofilm de santé. Et ça se réalise avec la grande majorité des patients. Alors, c'est quoi les paradigmes? Moi, de mon petit œil de dentiste du Québec, de mon petit village et de ma petite école, je regarde. En 2000, il faut faire les surfaçages, réévaluer. Si ça saigne, s'il y a des poches de 5, il faut peut-être faire la chirurgie. Les patients, ils n'aiment pas trop. Et les résultats sont variables. Déchaussement, douleur récidive, stabilisation. Tu vois, on n'est pas parfaitement heureux. Maintenant, en 2018, c'est plus compliqué. Parce que là, il y a un arbre décisionnel. Tu vois, il faut réfléchir. C'est compliqué, la parodontie. Les facteurs de risque, l'âge, il faut regarder ici. Si c'est sévère à l'origine, si le patient fume, s'il est diabétique, s'il a déjà eu de la paro, c'est quoi les lésions, c'est quoi le tartre, est-ce qu'il y a des facteurs iatrogènes, génétiquement, est-ce qu'il y a une prédisposition? C'est compliqué. C'est encore plus compliqué aujourd'hui qu'avant. On fait quoi? Est-ce qu'on fait encore une chirurgie, on resurface, on chirurgie, on arrête? On ne sait pas trop. Est-ce qu'on donne des antibiotiques? Ce n'est pas toujours clair. Moi, je propose une méthode plus facile, je pense. C'est simple. On ramène un biofilm normal à tous les gens qui existent sur cette planète, que ce soit gingivite ou parodontite. Pour qui veut bien le faire, pourquoi pas? On les ramène une flore normale, c'est facile avec les produits et les désinfectants qu'on a, c'est facile avec l'entraînement aux patients qu'on a, et c'est facile, si vraiment vous le faites, vous allez voir la reconstruction osseuse qui se fait toute seule, sans chirurgie ni douleur. Les résultats sont prédictibles parce que l'os, il va se reformer. Les poches, elles vont se refermer.
Et le patient, il est autonome et il peut être guéri. Même on peut prévenir parce que souvent la maladie parodontale, ça commence à 20 ans. 20 ans, 25 ans, 29 ans. Si vous regardez au microscope, vous allez avoir des petites parodonties avec des poches de 4 mm. C'est le bon moment de les soigner. Ça, c'est facile à gérer. Ça ne sert à rien d'attendre d'avoir des poches de 10 mm. Mais même ça, ça se soigne. Mais bon, il faut quand même qu'il reste 3 ou 4 mm. Hein? Et puis, soigner le patient après. Si vous voulez faire des implants sur le cadran à côté, la dent voisine, je pense que c'est mieux. Qu'est-ce qui arrive dans les périimplantites? Bien, vous voyez, c'est ce genre de choses. On prend le biofilm. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le biofilm d'une périimplantite? Bien, c'est pareil. Les globules blancs, les globules blancs, les globules blancs, neutrophiles, il y a du pus, il y a une amibe morte ici, il y a une amibe vivante ici. Or, c'est tout pareil. Vous voyez l'amibe qui se balade. Autour de votre implant, qu'est-ce qui se passe autour de mon implant? Bien, vous avez un petit animalcule qui se promène, qui bouffe vos globules rouges et vos globules blancs et qui met des déchets enzymatiques sur votre os fragile. C'est pas agréable à dire ça aux patients, mais c'est la réalité. Et je pense qu'il est anormal qu'on n'explique pas la réalité aux patients. C'est notre devoir de dentiste, c'est notre devoir de médecin. Patiente guérie, ça donne quoi? Elle avait des problèmes, on a mis des implants, on l'a soignée. 17 ans plus tard, je la revois, elle a une poche de 4. Bon, une poche de 4, pas si mal. L'apparence, ça va. L'os, c'est bon, les implants, des petites pointes osseuses entre les implants. 17 ans après, ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours dans sa thérapie qu'elle fait. Une fois par jour oxygénée et la poudre de bicarbonate salé. À ce moment-là, elle n'attrape plus rien. D'accord? Alors, à long terme, vous voyez cette patiente-là, elle avait en 99 139 mm de poche au-delà du chiffre 3. Facile à expliquer aux patients. Maintenant, elle a 1. Amélioration de 99 %. Les patients sont contents. « Wow, j'ai 99 % pour mon examen paro. Excellent! Et c'est stable à long terme. Wow, merveilleux! » Alors, en conclusion, l'amibe est associée aux parodontites et périimplantite. On peut, avec l'observation microscopique, enfin, s'il vous plaît, avoir un très haut taux de réussite. Et les implants sur site de parodontite active sont de mauvais pronostics. Je pense qu'il faut guérir les patients et c'est un non-sens médical de poser des implants sur une maladie parodontale. Alors, notre nouvelle méthode, elle fait quoi? Bien, elle permet de prévenir la maladie. Récurrence est basse parce que les patients savent quoi faire. Ils ont été entraînés pendant une année. C'est prédictible, c'est facilement contrôlable. On peut enlever l'inflammation et on a la confirmation microscopique. Ce qu'on fait à chaque mois, à chaque rappel, à chaque 6 mois après, on a la confirmation qu'effectivement, le biofilm, il est resté sain et on l'exprime aux patients. Résolution d'inflammation. Les PMN sont partis et la gingivite, elle est fermée, la porte d'entrée est fermée et l'entourage, il est géré. Le chien est allé chez le véto, il a donné le flagelle, il a fait son détartrage. Maintenant, une patiente de, vous voyez, 20 ans de surfaçage, perte de ses dents antérieures, elle a des implants, des périimplantites, greffe d'os, perdu des implants. Elle vient me voir 20 ans après. Je lui dis, écoutez, voyez ce qu'il y a dans le fond de votre gencive autour de vos implants. Qu'est-ce que peut dire une patiente qui a souffert pendant 20 ans de surfaçage, détartrage, greffe et tout ce que vous voulez? Bon, on sait que c'est gentil, on fait pas mal aux patients, mais quand même, comment est-ce possible qu'on n'informe pas les patients de leur périimplantite? Vous voyez, ça, c'est anormal. C'est anormal de trouver ça dans la gencive des gens. C'est pareil, une petite patiente de 30 ans qui est en paro chronique. Vous voyez, tous ces parasites, ça pullule. C'est un nid de bestioles qui bouffent, qui sont... je ne sais plus comment le dire. Ils vous bouffent les globules rouges, les globules blancs. C'est incroyable. Vous montrez ça à des gens, il n'y a personne qui accepte ça dans sa bouche. Sauf les dentistes qui ne le savent pas. Mais c'est incroyable. On est en l'an 2018. D'accord? C'est quand même incroyable. C'est du pus et des parasites. C'est encore elle. Tu vois, les gens me demandent, mais qu'est-ce que j'ai? Ben, vous avez du pus, vous avez de l'infection, vous avez une maladie parodontale, vous avez une périimplantite. Vous voyez les bestioles qui se baladent? Oh, mon Dieu Seigneur, moi j'ai ça dans ma gencive. Ben oui, ça fait longtemps, docteur. 20 ans peut-être, mais vous, 30 ans, ça fait 10 ans seulement.
Votre nouveau conjoint, vous l'avez rencontré où et quand? Ah, ouais, je me rappelle qu'il y avait des signes. Ouais. Et hier, j'avais une question dans le repas parce que quelqu'un me demandait si c'est pas Éric, tu sais, quand c'est agressif. J'ai pas le temps d'en parler, mais bon, quand c'est agressif, la majorité des fois, il y a un deuxième parasite qui est le trichomonas. Alors, peut-être vous connaissez le trichomonas, ou les femmes connaissent le trichomonas vaginalis. Ben nous, dans la bouche, c'est trichomonas tenax, il est très tenace. Et c'est ce qu'on retrouve. En plus des amibes, on a des trichomonas dans la bouche et les gens le savent pas. Et les gens disent, ben, moi, docteur, ça me pique et ça me gratte un peu, ça saigne et ça pue. Ben, je comprends que ça pue parce que quand le gynécologue, il la sent bas, il dit, oh là là. Ben nous, c'est pareil. Mais nous, on fait rien, on leur laisse. Et on leur dit pas. Motus! Incroyable d'avoir ça dans la bouche. Après, on rigole un peu, mais on a quand même organisé. Il me reste 9 secondes. On est quand même organisé parce que on a des données patients. Alors ça, c'est les poches avant, ça, c'est les poches après. Vous voyez la différence? Plus de poches après un an. Il y a des amibes chez ce docteur-là, on était à 99% dans les parodontites. C'est énorme, c'est presque 100%. C'est une corrélation parfaite, d'autant plus l'activité de ces parasites-là. Ici, on est à Paris. À Paris, imaginez, on a 22% de parodontites qui contiennent des trichomonas. À Paris, incroyable! Alors, pour le futur, je ne vais pas faire tomber ça. Pour le futur, on peut faire quoi? Ben, recherche universitaire en parasitologie. Vraiment, je voudrais pleurer devant vous parce que ça fait pas de sens. On a besoin que les universités ouvrent la porte à ce phénomène. C'est incroyable. On fait des recherches en épidémiologie, recherche fondamentale avec des centres internationaux, mais disons, ignorer la parasitologie des maladies parodontales et des périimplantites, je vous avoue, c'est un péché. Chez nous, on est un peu religieux, là, mais bon. Les données de la science, on ne peut pas ignorer ces données de la science. C'est impossible. Ce n'est pas une option. Alors, merci à Global-D, merci à vous tous d'avoir écouté un peu mon discours un peu différent. Je vous invite à lire le petit bouquin si vous n'avez jamais lu. Les patients le lisent, ils sont très intéressés. Après, j'en ai plus ici, il faut les commander sur Amazon. Et puis, ceux qui veulent avoir un peu plus, ben, j'ai des sites Internet. Mais le site Internet aujourd'hui, parodontite.com, il vient de sauter. Je ne sais pas, il y a trop de parasites dedans ou je ne sais pas quoi. Alors, si vous avez de l'info, allez voir Sédentaire avec le monsieur avec le microscope. Il peut vous donner de l'info sur quoi faire pour apprendre la technique. Alors, je souhaite à vous tous et à vos patients vraiment la santé parodontale. Merci pour votre écoute.